nous allons évidemment commencer par définir et donner les principaux indicateurs du développement durable. Alors, qu'est-ce que le développement durable? Bien d'abord, qu'est-ce que les conditions du développement durable avant de rentrer dans la logique de ce concept qui a été présenté en 1987 pour une première fois dans un rapport qui s'appelle le rapport Brundtland, une activité économique qui soit sous le signe du développement durable, eh bien, ce serait la possibilité pour cette activité économique, finalement, d'être compatible avec les intérêts supérieurs de l'homme et donc avec les intérêts de son environnement. Parce que les intérêts supérieurs de l'homme, c'est de pouvoir vivre dans son environnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut définir beaucoup plus précisément ce qu'est le développement durable, qui, encore une fois, est apparu en 1987. Alors, ce rapport Brundtland, c'est un rapport qui a été élaboré dans le cadre de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Et en 1992, 5 ans plus tard, donc, il a été adopté au sommet de la Terre de Rio, donc adopté par deux organisations très importantes qui sont la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur l'économie et le développement, et la Banque mondiale, donc qui accède et labellise en quelque sorte ce concept de développement durable. Alors, comment peut-on le formuler? Alors, en anglais, on parle de Sustainable Development, développement durable. Alors, cette formulation est la suivante. Le développement durable, c'est celui qui va concilier l'amélioration du bien-être des générations actuelles, tout en sauvegardant l'environnement pour les générations futures. Donc, on voit que le temps est au centre de la préoccupation. Il s'agit effectivement que les individus, nos contemporains, arrivent à vivre pleinement, mais en même temps que les conditions de leur épanouissement ne remettent pas en cause les conditions d'épanouissement des générations futures, ce qui est effectivement transmettre dans le temps ce dont on a bénéficié et en partie les équilibres écologiques, bien sûr. Ou bien encore, on peut dire que le développement durable, c'est répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la possibilité de répondre à ceux des générations à venir. C'est une autre formulation qui est largement synonyme de la première. Alors, une fois qu'on a formulé ce concept, quels sont les indicateurs du développement durable? C'est-à-dire comment peut-on arriver à mesurer quelque chose qui, vous le sentez bien, est d'abord et avant tout une notion très qualitative. Alors, il existe deux grands types d'indicateurs qui sont aujourd'hui admis et en tous les cas utilisés par les institutions internationales. On a ce qu'on appelle l'épargne nette ajustée et puis on a l'empreinte écologique. Alors, l'épargne nette ajustée, que l'on appelle aussi, vous trouverez parfois le terme dans la littérature, épargne véritable. Donc, c'est un indicateur qui va mesurer la variation du capital total d'une nation. Alors, qu'est-ce que le capital total d'une nation? C'est à définir. C'est d'abord le capital économique, donc le capital au sens classique du terme, celui qui va s'accumuler par l'investissement, mais c'est aussi du capital social, on dirait du capital humain, et c'est du capital naturel, du capital écologique, si vous voulez. Alors cet indicateur a été, pour la petite histoire, mis en place là aussi par une institution internationale, par la Banque mondiale. Alors pour mettre en place cet indicateur, eh bien, il faut procéder à 4 types d'ajustements à partir du stock de capital classique tel qu'on le connaît. Alors, on part du stock de capital, c'est-à-dire, si on est dans une optique de formation brute de capital fixe du type comptabilité nationale, eh bien, c'est le stock réel de capital utilisé, de capital technique utilisé par le système économique à un moment donné, auquel on peut adjoindre évidemment des choses qui ne sont pas mesurées par la formation brute de capital fixe, comme le capital immatériel, qui évidemment voit son importance croître dans les économies de services. Donc le stock de capital, quelle que soit encore une fois sa mesure, généralement on part plus du capital matériel, auquel on va retirer
la notion de consommation de capital fixe, ce qui était consommé. Donc on part d'un stock en début d'année et on regarde ce qui était consommé pendant l'année. Et donc on est, si vous voulez, en termes comptables, à arriver à une notion de stock de capital net. On va rajouter à cela l'augmentation des investissements en capital humain. Alors, augmentation parce que généralement, ça s'ajoute. Il n'y a pas de diminution, ou c'est très rare, des investissements en capital humain. Les investissements en capital humain, c'est les investissements en éducation et en formation, bien évidemment. On va retirer, et c'est là où l'aspect écologique intervient, dans les deux derniers points, on retire la baisse du stock de ressources naturelles consommées, c'est-à-dire l'énergie, les minerais, les forêts. Il s'agit de ressources naturelles non renouvelables, bien évidemment. Donc diminution du stock du capital naturel. Et on va retirer aussi les dommages causés par la pollution, et notamment, et en particulier, par les émissions de CO2. Donc voilà, une fois qu'on a procédé à ces différents ajustements, à partir du stock de capital, eh bien, on va arriver à l'épargne nette ajustée. Alors, autre indicateur plus récent, c'est l'empreinte écologique. Alors, l'empreinte écologique est un indicateur qui est introduit par des organisations non gouvernementales. Donc là, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas des choses officielles, même si aujourd'hui, de plus en plus, dans les discours officiels tenus sur l'écologie, eh bien, on reprend cette formulation d'empreinte écologique. Alors, il évalue l'impact de l'activité d'une nation donnée, donc ça se juge l'empreinte écologique au niveau d'une nation, en unité de terre nécessaire, de terre, la Terre, notre planète, nécessaire pour consommer et absorber les produits et les déchets qu'elle génère. Alors je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Alors si l'indicateur est supérieur à 1, donc à une planète, cela signifie que les capacités régénératives de la planète sont dépassées. Donc il faut avoir idéalement une empreinte écologique qui soit au maximum supérieure à 1, ce qui veut dire qu'effectivement on est aux limites de la capacité d'absorption de la planète. Alors aujourd'hui, en moyenne, au niveau mondial, je vous ai dit que ça s'élaborait cet indicateur par pays, pour voir les contributions et les dégradations des uns et des autres. Si on additionnait tous les résultats au niveau de la planète, eh bien on s'apercevrait qu'il faudrait aujourd'hui 1,3 planète pour absorber l'impact écologique des activités humaines. C'est-à-dire que d'ores et déjà, on est dans le rouge, parce qu'on n'a pas 1,3 planète à notre disposition, mais bien évidemment qu'une seule. Et donc notre activité est en train de dépasser les capacités régénératives.